France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. En 1940, combien y a-t-il de juifs dans l'armée française ? La question ne se pose pas. La République laïque n'a que faire de la religion ou des origines de ses forces combattantes. Il n'en est pas de même avec le Troisième Reich et très vite dans l'État français du maréchal Pétain qui instaure le statut des juifs. Dès lors, quel sort est réservé aux prisonniers de guerre qui sont juifs ou de moins qui sont désignés comme tels ? Être juif et prisonnier de guerre, une captivité particulière, une histoire qui débute un clair matin de mai 1940. Par ce clair matin de mai 1940, l'armée française reculait, selon le porte-parole du grand quartier général, dans les meilleures conditions. Aucune armée avant celle-ci n'avait reculé aussi bien, ni surtout aussi vite. Le porte-parole du GQG n'allait pas jusqu'à dire que c'était un plaisir de reculer comme ça, mais presque. La 7e compagnie, mon colonel, le capitaine Dumont. Ah, tout de même. Églantine, ici Mirabel. Parlez, Mirabel, parlez. Mirabel, écoute. Qu'est-ce que c'est que le bruit dans votre oreille ? C'est la guerre, mon général. Un film devenu document historique, mais où est donc passée la 7e compagnie en 1973 ? Un film de Robert Lamoureux, bien sûr. Bonjour Delphine Richard. Bonjour. Vous êtes historienne, docteur en histoire. Vous avez réalisé une thèse, prisonnier de guerre juif de l'armée française, 1940-1945, sous la direction de Laurent Douzou. Qu'on salue. On l'aime beaucoup dans le cours de l'histoire. C'était l'université Lumière Lyon 2, avec cette question des prisonniers juifs de l'armée française. Ils sont plus juifs que français sous le regard allemand. C'est un sujet d'étude absolument passionnant. Il avait été étudié auparavant ? Alors, il a été longtemps invisibilisé, ce sujet, ce qui s'explique par différentes raisons. D'abord, il y a un contexte politico-mémoriel qui n'est pas vraiment propre à lui donner une grande visibilité. Entre la mémoire juive qui, après la guerre, se réveille douloureusement et met un certain temps à écrire son histoire, l'histoire des persécutions, et la captivité de guerre qui est un peu le parent pauvre de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est une des premières raisons. Une des deuxièmes raisons, c'est que ces survivants juifs, prisonniers de guerre, ont tendance à se replier dans une mémoire très discrète après la guerre. Ils s'estiment miraculés, presque, et face au destin tragique des déportés et souvent de leur propre famille, ils peuvent avoir tendance à développer une forme de syndrome du survivant. Et ils s'expriment assez peu dans la sphère publique sur cette question, et même assez peu dans la sphère familiale. Ça reste une mémoire assez confidentielle. Et Lévinas, par exemple, qui faisait partie de ces prisonniers de guerre juifs, disait que bientôt la mort annulerait cet injustifié privilège d'avoir survécu à 6 millions de morts. Donc il y a une forme quand même de culpabilité ou d'interrogation sur leur propre survie. Donc les protagonistes de cette histoire ne sont pas non plus les premiers à mettre leur survie singulière sur le devant de la scène. Alors, pour répondre à la question, c'est un sujet qui a commencé à gagner en visibilité très récemment. Et moi, j'ai commencé mes recherches sans le savoir. Il y avait déjà une chercheuse allemande qui s'appelle Janine Dohéry, qui s'était intéressée à ce sujet. Elle a soutenu sa thèse un petit peu avant moi. Et je la salue d'ailleurs parce que ses travaux ont été une base pour moi, notamment en termes de recherche archivistique. Deuxième chose, l'absence de visibilité s'explique aussi sans doute par le fait que c'est un épiphénomène. On parle ici, d'après les estimations, de 13 000 hommes à peu près, donc prisonniers de guerre juifs envoyés en Allemagne. Donc ça représente 1% seulement des prisonniers de guerre. Ils sont totalement dilués dans la masse des prisonniers de guerre français, et 5% à peu près de la population juive de France. Alors pour revenir, est-ce qu'ils sont plus juifs ou français pour les Allemands ? Alors tout est toujours complexe dans cette histoire. Je suis obligée de faire un tout petit détour et déjà de dire que sur ces 13 000 hommes, en fait, pour la moitié, et sans doute même plus qu'une moitié, ils ne sont pas français. Ce sont des étrangers. Ce sont des juifs de France, ils habitent en France, et ils sont en général originaires de l'Europe de l'Est. Ils sont venus s'installer en France, en général pour fuir les persécutions. Et au moment de l'entrée en guerre, ils décident de s'engager volontairement pour défendre la France. Donc c'est un acte de patriotisme assez important. Et donc, ces prisonniers de guerre sont quand même
pour majorité des étrangers. Alors, il y a une règle dans la sphère de la captivité qui dit que on traite un prisonnier sous l'uniforme sous lequel il a été capturé. Donc ça veut dire que si un étranger a été capturé avec l'uniforme français, il va être traité comme un Français. Donc ils sont traités davantage comme des Français que comme des Juifs, bien qu'ils ne soient même pas tous Français. Ouais, parce que c'est cette histoire-là qui est, on peut le dire, vraiment passionnante, tellement elle est complexe. Elle est complexe, savoir comment ça se passe. Et on imagine, là, on se projette au plus près de l'individu. Vous avez cité Emmanuel Lévinas, le philosophe, et il y en a tant d'autres, 13 000, vous dites, sur 1 800 000 prisonniers français, c'est à peu près ça ? À peu près ça, avec 200 000 évasions environ du temps de la captivité provisoire en France. On est à environ 1,6 million de prisonniers de guerre réellement envoyés en Allemagne. Et avec les libérations et les évasions, on se retrouve aux alentours de 950 000 à peu près en 1945, au moment de la libération des camps. Voilà, on parle de chiffres qui sont très impressionnants. Ce sont des grands chiffres et replacés à l'échelle de l'individu, on voit la peur d'être juif, même si on a un uniforme français dans un stalag. Un stalag présenté ici par l'Allemagne. Attention, archives de propagande. Un stalag, quelque part, en Allemagne. Nos opérateurs ont pu vivre pour vous quelques jours parmi les prisonniers. Aujourd'hui, comme chaque jour de la semaine, la journée commence par l'appel, section par section. L'Allemagne, dont les hommes sont en grande partie mobilisés, utilise la main-d'œuvre des prisonniers pour effectuer certains travaux confiés aux entreprises privées. Si, d'une part, l'Allemagne récupère des heures de travail, d'autre part, les prisonniers occupent des heures qui, sans activité aucune, paraîtraient infiniment plus longues. Après le travail, les hommes vont faire un peu de toilette. Ici, comme dans tous les camps, la préparation des repas est faite par des cuistots français. Le dimanche, la journée débute par la douche sous l'eau chaude. Quelques heures de repos pendant lesquelles les uns se distrairont avec un peu de lecture, les autres écriront à leur famille. Des cuisiniers français, de l'eau chaude, de la lecture aussi. C'est un film de propagande venu d'Allemagne avec un commentaire français. Évidemment, on est ici en 1942. C'est pour rassurer les familles qui ont quelqu'un qui est prisonnier en Allemagne. Malgré tout, il y a le travail. C'est quoi être prisonnier de guerre en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale? Ça veut dire qu'on est dans un camp mais qu'on travaille. Exactement. Alors, ce statut de prisonnier est défini par la Convention de Genève de 1929. Et il faut quand même préciser que tous les hommes capturés ne sont pas soumis au travail. La Convention de Genève prévoit que les officiers et les sous-officiers soient détenus dans des camps spéciaux, les Oflag, et qui ne soient pas soumis au travail. Donc, ils sont pas non plus majoritaires, ils sont même une toute petite minorité, environ 30 000. Mais donc vous avez quand même une partie des prisonniers de guerre français, les plus gradés, et des juifs parmi eux, qui ne sont pas du tout soumis au travail. Ce qui n'est pas particulièrement, quand on lit les témoignages, une situation qui est plus confortable, dans le sens où ils vivent dans un univers totalement clos. Ils ne sortent pas du tout des camps, ils vivent entre eux, avec un sentiment d'enfermement, d'ennui, d'oisiveté, qui est vraiment très pesant sur leur morale. Quant aux hommes de troupe, qui donc sont astreints au travail pour l'économie de guerre du Reich, leurs conditions de vie sont extrêmement variées. En fin de compte, le stalag n'est pas réellement le cadre de vie. Leur cadre de vie, c'est le camp de base, mais presque 95% des hommes de troupe sont envoyés dans des commandos. Des commandos de travail, c'est-à-dire des détachements. Il y en a plus de 82 000. Et donc, on a des commandos de ferme qui sont en général relativement appréciés parce qu'en général, on y mange mieux. Des commandos d'usine, parfois dans des usines de guerre, mais même parfois des prisonniers qui travaillent dans des brasseries, dans des commerces, qui assistent des dentistes. Donc, en fait, c'est très difficile de parler des conditions de vie des prisonniers de guerre. En général, elles sont très difficiles, mais les conditions sont tellement variées. Donc, il y a ce premier facteur. Dans quel commando
on a été envoyé. Par exemple, Lévinas, je reprends cet exemple, est envoyé dans un commando de forêt. Et ça, vraiment, les commandos de forêt sont réputés pour être extrêmement difficiles. Ça va aussi dépendre de la localisation en Allemagne. Il y a des régions qui sont plus ou moins froides. Et des phases de la guerre aussi. Parce que au début, la captivité, elle est très démoralisante, elle est stupéfiante, etc. Mais quand elle s'installe dans la durée, les conditions de vie sont de plus en plus difficiles. Et notamment à la fin de la guerre, au moment de l'invasion de l'Allemagne, la pénurie alimentaire est catastrophique. Voilà. Quand on a dit qu'il y a les Auflag, c'est-à-dire ces camps pour les officiers et les Stalag pour les hommes de troupe, on n'a rien dit en fait. On a juste fait une distinction, mais j'entends bien qu'à l'intérieur de ça, et notamment des Stalag, ça se ramifie à n'en plus finir. Il y a plein de conditions particulières d'existence. C'est vraiment là aussi au moment de réfléchir à la manière de la perception de cette captivité, toute la question des sources. Comment on peut percevoir cet ennui que vous évoquiez, ce sentiment d'enfermement des officiers? C'est des témoignages, ce sont des lettres, ce sont des écrits? Tout à fait. Alors, étant donné que on a quand même là un échantillon des élites de la France, le corps des officiers, on a quand même énormément d'intellectuels, notamment d'hommes politiques, qui sont regroupés dans les Auflag, des universitaires. Fernand Braudel, par exemple, qui rédige de mémoire sa thèse en captivité. Et donc, pour des raisons sociale, d'appartenance sociale, les officiers, qui en plus avaient le temps et l'habitude d'écrire, qui avaient déjà une plume en général, ont énormément écrit pendant leur captivité, rédigé des carnets de captivité et après-guerre publié, souvent à compte d'auteur, leurs récits, leur expérience de captivité. Je pense par exemple à Roger Icor, qui aura le prix Goncourt dans les années 50 et qui est lui un officier juif. Alors, il n'a pas été identifié comme juif et qui a publié dans les années 70 un récit de sa captivité à l'intention de son fils. Roger Icor. Disons que le dialogue typique au moment où nous rentrions était le suivant. Ah, vous avez été prisonnier, vous avez beaucoup souffert. On disait, oui, enfin, c'était pas drôle, on commence à cafouiller à ce moment-là pour essayer de restituer ce que nous avions éprouvé. Alors, on vous a torturé. Disait, non, on nous a pas torturé. Ah bon, alors si on vous a pas torturé, tout est très bien. Alors, de nous-mêmes, apprenant aussi ce qui s'était passé du côté des déportés. Que vous avez été un des premiers à découvrir, puisque votre captivité s'est terminée à Bergen-Belsen. Oui, enfin, nous avons constaté la présence du camp de Bergen-Belsen avec l'horreur que vous imaginez. À ce moment-là, nous-mêmes, par pudeur, nous disions, ça n'a rien à voir avec une véritable souffrance. Nous en avons bavé, et eux, ils ont souffert. Voilà la différence. D'où notre propre refus. Roger Icor, auteur en 1975 de Pour une fois, écoute mon enfant. 1975, on voit cette temporalité du témoignage qui apparaît vraiment assez tardivement. Un témoignage comme celui de Roger Icor, vous nous le dites, Delphine Richard, il est intéressant pour vous à plusieurs titres. Témoignage d'un militaire français en captivité en Allemagne, et puis après se pose toute la question d'être ou ne pas être juif, de le dire, de l'affirmer ou de le dissimuler. Tout à fait. Roger Icor est intéressant à plus d'un titre. C'est un normalien qui profite de la captivité pour constituer une bibliothèque, qui se lie d'amitié avec Paul Ricoeur à l'Auflag, et donc qui a une captivité qui est l'occasion d'activités intellectuelles très approfondies. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement dans son cas, c'est que c'est un juif non identifié. C'est-à-dire qu'au moment de l'entrée au camp, et là je suis obligée de faire une petite parenthèse, en fait tous les prisonniers sont soumis à une espèce d'entrée administrative dans la captivité, et à cette occasion, donc, il ne s'agit pas d'un recensement des juifs à proprement parler, mais on demande à tous les prisonniers leur religion. Et Roger Icor explique dans son témoignage à quel point ce moment de l'immatriculation a été un moment extrêmement angoissant. Il explique qu'il avait anticipé, bien que juif totalement déjudaïsé, il s'inquiétait dès sa capture de la question de ses origines, et donc il dit avoir anticipé cet interrogatoire d'identité qui n'en est pas vraiment un, et avoir fait le choix de ne pas se déclarer comme juif. Mais c'est pas si simple de ne pas se déclarer comme juif, parce qu'en fait il faut
se déclarer d'une religion ou se déclarer athée. Et prenant en compte le fait que les Allemands tiennent en suspicion les athées ou les libres penseurs qu'ils estiment comme étant des communistes ou des juifs camouflés, beaucoup de prisonniers de guerre juifs comme Icor s'interrogent. Est-ce qu'il faut que je pousse le mensonge jusqu'à dire que je suis catholique ? Et ce mensonge les taraude, parce qu'ils peuvent avoir peur derrière d'être débusqués. Et ou alors ça peut leur poser tout simplement un problème moral. Donc lui, Roger Icor, a tendance à dire qu'il regrette absolument pas ce choix, mais quand on lit son livre, on se rend compte quand même que tout au long de sa captivité, il y a des choses qui le taraudent par rapport à sa judéité. Déjà, le risque d'être dénoncé, il est tout le temps là. Quand il s'engage dans les activités de résistance de son stalag, de résistance intellectuelle, il a tendance à dire qu'il faut pas du tout qu'il soit mis sur le devant en termes de responsabilité, parce que s'il se fait attraper, il est juif. Et il y a aussi un passage où il explique qu'en fait, il vit une forme de solitude morale, étant donné qu'il y a des manifestations d'antisémitisme très importantes de la part de ses codétenus, qui font des railleries scandaleuses à propos du statut des Juifs. Il ressent un écœurement quand il doit se contenir et ne rien dire. Donc en fait, cette dissimulation, au fond, elle n'est pas si simple. Oui, c'est pas simple. Et puis, on va pouvoir encore déployer, Delphine Richard, cette complexité, parce que vous nous dites qu'au moment d'être prisonnier, il faut remplir la petite fiche administrative avec la religion. Ça, pour quelqu'un qui vient de France, c'est absolument impossible, parce que la République est laïque. Ça ne viendrait pas à l'idée, en France, de demander la religion. Ça, c'est un premier cas, mais tout le monde ne vient pas de France, vous nous avez dit. Alors, comment se positionnent les différents individus par rapport à leurs origines culturelles, Alors, cette question de l'identification à l'entrée du camp, moi j'ai mis personnellement beaucoup de temps à comprendre ce qui s'était passé, parce que dans les quelques références sur cette histoire qu'on trouve dans l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale, il est sans cesse marqué « les prisonniers de guerre juifs ont été discriminés, mais pas tous ». Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi. Au début, je pensais qu'il y avait des camps qui étaient plus ou moins sévères avec les juifs, mais en fait, la vraie explication, c'est que tous n'ont pas été identifiés. Mais pour trouver des informations sur la façon dont ils ont été identifiés, c'est vraiment très opaque, même quand on lit les témoignages. Alors, en cherchant bien, et surtout en retrouvant au service historique de la défense de Caen des fiches d'immatriculation allemandes, j'ai fini en croisant les témoignages et les documents administratifs d'époque par comprendre ce qui s'était passé. Donc, ce n'est pas un recensement des Juifs à l'entrée au camp, je le redis bien, mais c'est quand même l'opportunité d'identifier les Juifs. Effectivement, la réponse à cette question est vécue d'une façon très différente selon les origines des prisonniers. En général, les prisonniers étrangers qui viennent d'Europe de l'Est sont tout à fait habitués à se désigner publiquement en tant que juifs. Ils l'ont été durant leur enfance, notamment à l'école. Ils ont parfois fui la Pologne, par exemple, en raison des quotas. Et ils ne sont pas encore français. C'est des Français d'adoption qui attendent leur naturalisation. Et donc, en termes identitaires, même s'ils sont pas pratiquants, il reste que leur judéité, c'est vraiment leur identité première. Et ils n'ont pas encore intégré non plus les principes de la laïcité à la française. Et donc, ils sont moins surpris que les autres de cet interrogatoire où on leur demande leur religion. Et souvent, bien que non pratiquants, ils se déclarent comme juifs presque spontanément. Alors, on ne faut pas du tout interpréter ça comme de l'inconscience face au danger. Ils ont souvent une totale conscience, vraiment une perception du risque. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ils ont des marqueurs qui sont vraiment identitaires, qui sont très forts. Certains ne s'expriment encore qu'en yiddish, d'autres ont des patronymes qu'ils estiment suffisamment marquants pour tenter de dissimuler quoi que ce soit. Et au fond, ils se définissent comme juifs. Et donc, malgré une perception très aiguë du risque, peut-être que leur passé accidenté aussi et leur expérience de l'antisémitisme font que spontanément, c'est la seule réponse qui leur vient. Je précise aussi que ça dépend aussi du contexte de l'immatriculation. Est-ce que le prisonnier arrive seul ou est-ce qu'il arrive en compagnie de compagnons d'armes ? Parce que en fait, souvent, c'est des décisions collectives.
c'est-à-dire que tout le monde décide de dissimuler ou tout le monde décide de se déclarer juif ensemble. Autre chose, ça dépend aussi de l'attitude des Allemands. C'est-à-dire que vous avez selon les Stalag et les Oflag, des Allemands qui sont des antisémites zélés et qui vont, face à quelqu'un qui a un patronyme réputé juif, dire non, vous n'êtes pas catholique, vous êtes juif, et les inscrire. Ouais, parce que c'est vraiment cela, hein, c'est tous ces filtres et ces positionnements à des moments très particuliers. Ça va très vite, tout ça, le moment de l'immatriculation. Voilà, c'est 30 secondes. Bah oui. Et donc, c'est pas forcément une décision réfléchie pour tout le monde, ni même forcément anticipée. Et surtout, les Allemands ont vraiment des comportements très variés. Il y en a qui sont aussi bienveillants. Ça peut changer. Qui déconseillent aux juifs de se déclarer comme juifs. Vous avez trouvé ça dans les témoignages ? Absolument. Il y en a qui, des Allemands qui viennent en aide aux juifs en disant « Oh là là, ne faites surtout pas ça », qu'ils leur disent ça doucement. Et certains avaient prévu de se déclarer et du coup renoncent avec cette intervention bienveillante de l'Allemand. To be or not to be. D'entrée de jeu, je me trouve confronté à mon problème de judéité. Lors de l'immatriculation dans ma nouvelle société, je dois déclarer ma religion. Que dire, alors qu'il apparaît évident qu'en dépit de la Convention de Genève, destinée à protéger les prisonniers de guerre, l'affirmation de la qualité de juif comporte des risques certains. Mais ne pas me déclarer juif, c'est me renier. Serais-je un lâche vis-à-vis de mes camarades aux non plus voyants ? Tout pesé, quand le sous-officier installé derrière le comptoir d'accueil me pose la question « religion », je réponds « juif ». Êtes-vous vraiment juif ? Ma réponse sort désormais sans hésitation. Oui. Et de l'air désespéré de celui qui parle à quelqu'un qui risque de se noyer, mais qui refuse la perche qu'on lui tend, il réplique « Eh bien, si tel est... » Officier juif, prisonnier, c'est l'Oflag 17A. Delphine Richard, quand on étudie ces sujets-là et quand on trouve ces témoignages-là, on est au plus près de la complexité de ces situations. Parce que quand on va voir des gens et qu'on leur dit « je vais étudier les juifs prisonniers de guerre », mais on imagine qu'ils sont en Allemagne, ils vont être écartés des autres et immédiatement déportés. C'est ça dans notre imaginaire. Et on voit qu'en fait, les situations sont beaucoup plus variées. C'est le cas avec ce témoignage d'Henri Corr. Exactement. Elles sont d'autant plus variées. Donc, pour cette première raison qui est la déclaration ou non. Alors, il n'y a pas de chiffre exact, mais a priori, on peut penser que sur les 13 000, il y en a une moitié seulement qui a été identifiée comme juif. Donc, à partir de cette entrée en captivité, il y a quelque chose qui se joue. C'était pas forcément prévu. Et qui, en fait, les conséquences de cette déclaration vont arriver quelques mois plus tard. Donc, ces prisonniers arrivent dans les camps au cours de l'automne 40. Je rappelle qu'ils sont tous vraiment dispatchés dans les différents Stalag et Oflag. Donc, en fait, selon les camps, certains sont 2 ou 3, et dans d'autres camps, il va y avoir plusieurs centaines de juifs. Et pendant les premiers temps, malgré les craintes de ceux qui se sont déclarés, il ne se passe en général rien de particulier pour les juifs. Donc, ils en sont presque tout étonnés. Pour finir, il faut attendre le mois de juin 1941 pour que un ordre du haut commandement militaire allemand vienne ordonner à chaque commandant de Stalag et d'Oflag de séparer les prisonniers de guerre juifs des autres pour le logement et pour le travail. Donc en fait, ce n'est que quelques mois après leur arrivée que les conséquences de leur déclaration sont effectives, parce que ce qui est très étonnant, c'est qu'en fin de compte, il y a seulement cette consigne qui est donnée, séparer les juifs des autres. Mais rien n'est indiqué aux autorités des camps sur la façon dont il faut identifier ces juifs. Et donc, de façon très pragmatique, les autorités allemandes reprennent les fiches d'entrée et donc mettent de côté celles des juifs. Ce qui est intéressant, et c'est là où on voit toute la diversité, c'est que dans certains camps, la recherche des juifs, ce recensement postérieur, n'est pas très poussé. Vous avez des commandants de camp qui se limitent à prendre les fiches des juifs qui se sont d'eux-mêmes déclarés. Dans d'autres camps, vous allez avoir une recherche beaucoup plus poussée des juifs, et certains commandants essayent de débusquer les juifs non déclarés. C'est particulièrement le cas dans les Oflag, avec les officiers juifs, et quelque chose qui les blesse profondément, ces
des officiers juifs, c'est que vous avez quand même à cette époque-là une participation de certains officiers français. Alors c'est minoritaire, hein, ce sont en général des activistes antisémites qui font la chasse aux juifs dans les camps, en tout cas qui vont les dénoncer auprès des Allemands. Alors l'exemple le plus connu, c'est celui de Robert Brasillac, qui est à l'Oflag 6A de Zeust, et qui se vante donc des dénonciations de juifs à sa mère quand il lui écrit, et même dans un article encore de Je suis partout en 1943. Donc la façon dont les Juifs vont être identifiés avec plus ou moins de zèle dépend vraiment des camps. Mais à partir de ce moment-là, ce qui est sûr, c'est que commence donc une mesure de ségrégation. Les Juifs identifiés dans les stalags et les oflags sont placés dans des logements à part, une baraque juive, une forme de ghetto à l'intérieur des camps, et dans des commandos spéciaux pour les hommes de troupe, qui, en général, pas tous, sont traités de façon bien plus sévère que les autres, des rations alimentaires qui sont moindres, des humiliations au quotidien, des tâches plus difficiles, privés de leurs jours de repos, etc., etc. Donc vous avez quand même cette discrimination qui est officiellement ordonnée par le haut commandement. Oui, pour les prisonniers de guerre français, ou en tout cas sous l'uniforme français, qui sont désignés comme juifs, la menace vient évidemment du côté allemand, mais pas seulement, parce que parmi les autres prisonniers, il peut y avoir par exemple Brasillac. Permettre le rapatriement des prisonniers, obtenir l'assouplissement des conditions d'armistice du 22 juin 40, c'est ce qui, aux yeux de certains, justifie la politique de collaboration avec l'Allemagne. Dans les colonnes de Je suis partout, Brasillac souhaite même que l'on aille beaucoup plus loin. La collaboration, c'est trop peu dire que nous voulons d'elle. Et le mot, si beau qu'il soit, puisqu'il signifie le travail en commun, est peut-être trop usé avant d'avoir servi, faute d'avoir été bien défini. Ce que nous voulons, ce n'est pas la collaboration, c'est l'alliance. En France, Je suis partout était lu, et c'est un journal important, et c'est le journal, l'hebdomadaire le plus important de la presse française, pour une seule et simple raison, c'est que les Français, surtout dans la zone d'occupation, estimaient que c'était le plus français de tous les hebdomadaires qu'on pouvait lire. Nous étions en 1989, la voix qui vient de terminer cette archive sonore, c'est Maurice Bardèche. Alors c'est un concentré, un négationnisme, collaboration, Robert Brasillac, exécuté à la Libération. C'est le collaborationnisme, c'est la volonté de pousser les choses au plus loin, et c'est vraiment angoissant de voir que dans le camp de prisonniers, un personnage comme Robert Brasillac, et on peut le dire, un homme lettré, journaliste, s'en prend à ses compagnons de misère. C'est cela avec la volonté d'identifier les Juifs. On est dans un univers viril, masculin, la circoncision. Il y a cette recherche-là de trouver par la consonance du patronyme la possibilité que celui-là peut-être est juif. Effectivement, certains prisonniers racontent que les suspicions sont permanentes. Dans un oflag, il va y avoir par exemple des graffitis anti-juifs qui vont être mis sous la porte où on sait qu'il y a des détenus juifs. Certains se méfient au moment des douches des regards qui sont portés sur eux. Il y a, en tout cas au début de la captivité et au moment où la ségrégation se met en place, une atmosphère qui peut être assez délétère dans certains camps et particulièrement dans les oflags. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que à l'exemple de Brasillac, ces activistes collaborationnistes, ils sont quand même une toute petite minorité. Et ça, même les officiers juifs en témoignent. Ce qui les blesse profondément, c'est plutôt qu'il y ait assez peu de réactions de la part d'autres détenus face aux discriminations antisémites, parce que en fait, c'est ce qu'ils appellent ces brebis galeuses comme Brasillac. De toute façon, ils ne sévissent pas très longtemps dans les camps parce qu'ils sont libérés par les Allemands. Comme Brasillac, qui fait pas non plus beaucoup de mois de captivité puisqu'il est libéré par la grâce d'Otto Abetz. Et donc, dans un deuxième temps, les antisémites attivistes ne sont plus là. Mais ce qui blesse profondément les officiers juifs notamment, c'est toute cette frange d'officiers qui, de façon traditionnelle, fait preuve d'un antisémitisme plutôt traditionnel, qui en tout cas ne se montre pas solidaire des juifs quand ils sont discriminés. Et ça, c'est peut-être la blessure la plus profonde.
En revanche, vous avez aussi des actes de solidarité et les témoins juifs soulignent à quel point ils ont compté. Parfois, c'est des tout petits gestes, mais voilà, par exemple, les juifs vont être privés de sortie. Voilà, tout le monde sort de l'Oflag sauf les juifs. Et là, certains détenus, par exemple, vont leur ramener des choses de la sortie. Et ces choses-là les marquent profondément parce que ça leur fait moins douter de leur sentiment d'humanité, même par rapport aux Français. Après, ce qui est sûr, c'est que le milieu des officiers, il est particulier parce qu'il est quand même, je veux dire, les historiens de la captivité l'ont montré, a priori plus favorable au maréchal Pétain que le public des stalags. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a quand même un décalage dans l'opinion publique, si tant est qu'il y ait une opinion publique dans les stalags et les oflags, avec ce qui se passe en France. Les nouvelles, elles sont filtrées, ils sont soumis à une propagande permanente, et donc ils sont pas toujours exactement conscients des réalités concrètes de la collaboration en France occupée. Ils en prennent conscience avec du retard. Et donc au départ, pour les prisonniers, c'est des soldats, le maréchal Pétain ne peut pas leur vouloir de mal. Et donc il y a une grande confiance en le maréchal Pétain, et même de la part de certains juifs, d'ailleurs. Oui, parce que le maréchal Pétain demeure une figure incontournable. Et il faut bien rappeler que ces soldats français ont été mobilisés. Ils ont attendu longtemps. En mai-juin 1940, c'est la déroute, la débâcle française. Mais le maréchal Pétain demeure un personnage important aux yeux de ces prisonniers de guerre. Prisonniers, mes amis, bien des fois, en songeant à vos dures conditions d'existence et à la dignité, à la fermeté, à la fierté que vous avez su y opposer, j'ai pensé à une page célèbre de Pascal sur le bon usage des maladies. Et je me suis dit que vous étiez en train d'écrire une autre page qui ne sera pas moins remarquée sur le bon usage de la captivité. Appliquant vos forces et votre vitalité intacte à l'épreuve qui vous a été imposée, vous avez créé en terre étrangère une sorte de jardin de France qui a conquis l'estime et la sympathie du vainqueur. Nous étions à l'hiver 1942 et le maréchal Pétain s'adressait aux prisonniers. Delphine Richard, dans ces camps, nous avons les stalags pour les soldats, les gens de la troupe, les oflags pour les officiers. Il y a 13 000 juifs, donc on l'a dit, on est autour, un peu moins de 2 millions de prisonniers en tout, et puis avec les libérations et les évasions, ça diminue au cours de la guerre. Ces 13 000 soldats français, juifs, ou en tout cas sous l'uniforme français, est-ce qu'il est possible de suivre leur destin ? Est-ce qu'il est possible, l'historienne que vous êtes, de connaître un peu ceux qui ont été victimes de discrimination et qui les ont conduits jusqu'à une possible déportation, ceux qui sont revenus ? Est-ce que vous arrivez à suivre cela ? Alors, c'est très difficile au départ, quand je me suis lancée dans ce sujet, c'était très difficile de retracer des itinéraires, étant donné qu'il n'existe aucune liste de prisonniers de guerre juifs. Et donc, c'est patiemment, à chaque fois je tombais sur un individu, donc j'ai reconstitué une espèce de liste pour essayer de voir quel stalag se détachait et essayer de trouver, donc dans les archives du stalag, des mentions de la condition des Juifs. Ce qui c'est très difficile aussi parce que les archives locales des stalags et des oflags ont disparu. Juste avant la libération des camps, les Allemands les ont détruites. Donc on manque de sources locales. Ensuite, les témoignages, on en trouve, mais il faut vraiment les chercher. Et donc, au final, les itinéraires sur lesquels je suis mieux renseignée, c'est les officiers, parce qu'ils ont beaucoup écrit. Et c'est aussi, paradoxalement, mais pas tant que ça, les prisonniers qui sont sortis de captivité avant la guerre, avant la libération. C'est-à-dire, par exemple, les prisonniers qui se sont évadés ou qui ont été libérés. Parce que, en général, dès leur retour en France, ils ont subi la persécution antisémite qui frappait les Juifs de la France occupée. Et donc, ils ont ensuite été déportés ou sont rentrés en résistance, ça dépend des cas. Mais du coup, on est mieux documenté sur leur parcours à eux, puisque derrière, il y a eu soit une déportation, soit un engagement en résistance, que les prisonniers qui sont restés en Allemagne et qui, au fond, sont plus anonymes. La deuxième catégorie de prisonniers sur lesquels on est mieux renseignés, c'est ceux qui sont connus.
Par exemple, Robert Blum, le fils de Léon Blum, ou d'autres, comme les frères Rothschild, on a des témoignages de leur captivité. Mais pour le prisonnier anonyme qui ne s'est pas déclaré comme juif, c'est vraiment très difficile de retracer son univers son histoire de captivité. Oui, parce que cette captivité n'est pas la même si on est dans un stalag ou dans un oflag. C'est cette grande différence avec cet effet source. Hein. Et on l'entend bien, les officiers laissent plus de sources que les simples soldats. Ça, c'est un biais social et même les conditions de vie ne sont pas les mêmes. Et pourquoi les officiers ont des patates, c'est pas nous? Ah les gars! C'est tout le temps comme ça, les patates secs pour les officiers. Oui, mon commandant, les patates secs pour les officiers. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour la bouffe. Il dit que c'est pas juste qu'il y a seulement des patates pour les officiers. Mais c'est les Allemands qui décident, hein, chef? Hein, mon colonel? Oui, forcément. Et ça, sur la question des grades, ils sont très très stricts. Le grade? Mais qu'est-ce qu'il y a à foutre le grade là-dedans puisqu'on est tous prisonniers? Ah non, faut pas parler comme ça. Ah non, il faut pas parler comme ça à un chef, même quand il est prisonnier, un chef. Surtout qu'il est colonel. Oui, et que nous, on est capitaine. Commandant. Quoi, commandant? On est commandant, pas capitaine. Et commandant, pas capitaine. Oh, c'est sûr ça que les officiers, ils ont des patates tous les jours. On a retrouvé la 7e compagnie, le film de Robert Lamoureux en 1975, avec ici un moment de captivité, mais on est encore sur le sol français, on est en 1940. On l'entend dans ce son, les Allemands, c'est eux qui ont gagné, en gros ils font ce qu'ils veulent. Et Delphine Richard, on peut être étonné que les Allemands respectent le statut de prisonnier dans ces camps de prisonniers quand on voit ce qui se passe à côté avec la déportation. Comment on peut l'expliquer? Vous avez étudié ces prisonniers français juifs. Pourquoi n'ont-ils pas été mis à part? Ils l'ont été. Vous nous avez dit il y a des sortes de ghettos au bout d'un moment dans les stalags et dans les oflags. Mais pourquoi ils n'ont pas été déportés? Alors, c'est une question tout à fait passionnante et c'est même la question qui a fait que j'ai entamé cette longue recherche. Et malheureusement, sur cette question, plus que sur tous les autres thèmes de la captivité des Juifs, les sources sont à l'état de bribes. C'est-à-dire que on n'a pas de traces de décision ou même de discussion sur la question des prisonniers de guerre juifs dans les sphères du pouvoir à Berlin. Je n'en ai pas trouvé de traces. Il en existe peut-être une, mais je n'ai pas encore mis la main dessus. Donc c'est une question très complexe et en l'état de la documentation extrêmement lacunaire, on ne peut donc que formuler des hypothèses. La question est aussi particulièrement complexe parce qu'elle a des enjeux. Après-guerre, vous avez le responsable des prisonniers de guerre de Vichy, qui s'appelle Georges Capigny, qui a mis au crédit de son action et du gouvernement de Pierre Laval la survie des prisonniers de guerre juifs. Donc, déjà, c'est un des premiers acteurs de cette captivité. Est-ce que vraiment le régime de Vichy a protégé ces prisonniers de guerre juifs? Alors, d'après moi, et c'est mon hypothèse, la réponse est non. Quand on s'intéresse à cette question-là d'un point de vue français, on voit aucune intervention personnelle du maréchal Pétain ni même de Laval pour s'opposer à une menace potentielle. Georges Capigny essaye de faire ce qu'il peut pour venir en aide aux familles de prisonniers de guerre juifs, mais quand on regarde son attitude face aux Allemands, il se montre toujours extrêmement prudent et il dit lui-même dans ses mémoires qu'il évite d'aborder la question frontalement. Si on passe du côté du Comité international de la Croix-Rouge, qui est l'instance qui est censée vérifier la bonne application de la Convention de Genève, on peut se dire que c'est peut-être le comité qui a particulièrement œuvré à la défense de ces prisonniers menacés. Parce que des menaces, il y en a eu, j'y viendrai. Alors, quand on regarde, là, c'est un peu la même chose que pour le régime de Vichy. Ça en est presque accablant aussi, puisque il y a des alertes qui sont lancées. Les prisonniers eux-mêmes se sentent menacés. Ils savent que leur sort n'est pas définitivement scellé. Vous avez même le Congrès juif mondial qui presse la Croix-Rouge d'intervenir. Et là, il y a une forme de déni
déni des discriminations subies. C'est-à-dire qu'il y a une vision très juridique du comité directeur de la Croix-Rouge qui estime que la ségrégation n'est pas une discrimination, ça n'est pas une différence de traitement. Il y a l'article 9 de la Convention de Genève qui dit qu'il faut éviter de mettre dans le même camp des prisonniers de race et de nationalités différentes. Et donc, il se retranche un peu derrière cet article en disant, mais non, globalement, je résume, tant que les prisonniers de guerre juifs ont la même ration de soupe, pour eux, il n'y a pas vraiment de problème. À tel point que le comité juif mondial, vraiment, exerce une pression incessante pour qu'ils interviennent, mais on n'a pas non plus, du côté de la Croix-Rouge, une démarche de principe pour défendre les prisonniers de guerre juifs. D'après moi, si ce statut a été respecté, c'est plutôt du côté de l'Allemagne qu'il faut se tourner pour le comprendre. Et en fait, ça s'explique essentiellement par une logique de cynique et froide de pragmatisme. Et donc, il faut étudier finement la question en la croisant avec aussi le contexte et la chronologie de la solution finale de la question juive, mais aussi des événements militaires. Alors là, pour faire court, on peut distinguer 3 périodes. De 40-41, le sort des Juifs de l'Ouest n'est pas encore définitivement fixé à Berlin, et donc il y a sans doute une forme d'indétermination sur le sort des prisonniers de guerre juifs français. Je rappelle qu'ils sont déjà détenus, de toute façon, par l'Allemagne, donc ils sont sous contrôle, et qui travaillent pour l'économie du Reich. Donc il y a une forme de tâtonnement, mais qui correspond quand même au contexte général. Ensuite, à partir de 41, ils sont ségrégés, et il se trouve que c'est exactement au même moment que de l'opération Barbarossa, où là, il y a des ordres très nets qui sont donnés pour l'extermination des prisonniers de guerre juifs soviétiques. En septembre 41, les Allemands ont le projet de regrouper tous les prisonniers de guerre juifs dans le même camp, et ils demandent l'avis de Georges Capini. Alors Georges Capini est très embêté, mais il met un certain temps à répondre que ce serait pas opportun. Il n'y a pas non plus une opposition franche, et il consulte même pas a priori son gouvernement. Entre-temps, en décembre, le projet est abandonné. Les autres, on est vraiment dans la chronologie de la solution finale. Il y a débat sur cette datation, mais globalement, c'est le moment où se décident beaucoup de choses pour les Juifs de l'Ouest. Pour finir, le projet est abandonné. Est-ce que c'est l'intervention de Vichy ou pas, on le saura jamais. Mais les officiers juifs sont tout de même regroupés tous dans le même camp. Et donc, globalement, pour revenir sur la question, elle se pose réellement à partir de 42, à partir du moment où les Juifs de l'Ouest commencent à être déportés. Et donc, d'après moi, la question fondamentale, c'est la question du secret. Pour les Juifs de l'Ouest, aujourd'hui, il est bien prouvé que le secret est vraiment le centre de la persécution. Et dans le cadre de la captivité de guerre, il y a une médiatisation possible. Vous avez des observateurs. La Croix-Rouge va visiter les camps, le gouvernement de Vichy aussi. Et donc, il y a sans doute une prise en compte de cet enjeu médiatique, en plus de certaines complications, on va dire, diplomatiques. Voilà, la déportation ne doit pas se voir, et déporter des prisonniers de guerre parce que juifs, ça risque de se voir, et notamment parce qu'il y a ce personnage dont on va pouvoir parler, Delphine Richard, parce que il est très important dans cette histoire-là. C'est l'ambassadeur des prisonniers pour le régime du maréchal Pétain. Le maréchal Pétain est très soucieux de ses prisonniers, bien sûr, lui-même. C'est la grande figure des soldats. Cet homme-là, c'est Georges Scapini. Son Excellence, Monsieur Scapini, ambassadeur de France, chargé des questions relatives aux prisonniers de guerre, revient d'Allemagne, où il a visité un certain nombre de flags et de stalags. Monsieur l'ambassadeur, pouvez-vous dire à nos auditeurs quelles impressions vous rapportez de votre séjour en Allemagne en ce qui concerne nos prisonniers? En résumé, sur les visites de camp, certaines observations et certaines suggestions à l'Oberkommando allemand ont été réglées, distribution de colis, distribution de correspondances, rapatriement des malades et des grands blessés, et alors, sur le terrain spécial des rapatriements, certaines mesures concernant notamment les pères de famille nombreuses, les pères de 4 enfants mineurs, ceux habitant la zone non occupée, seront rapatriés très rapidement. Maintenant, je vous dis, je ne peux pas vous donner plus de détails sur la nature des conversations en cours pour une raison très simple, c'est que j'ai toujours eu comme ligne de conduite de ne vous apporter que des résultats précis, et je parle lorsque j'ai quelque chose à dire, mais pas autrement. Nous étions en mai 1941 avec cette prise de parole sur Radio Paris de Georges Scapini.
l'ambassadeur des prisonniers, comme on le surnomme. Delphine Richard, qui est-il? Il vient d'où, cet homme-là? Alors, Georges Scapini est un personnage important et pourtant méconnu. C'est un aveugle de guerre, Première Guerre mondiale. Ancien combattant, qui a milité dans le milieu des anciens combattants et qui, à ce titre, a d'ailleurs rencontré personnellement Hitler 2 fois dans l'avant-guerre. Il s'est aussi beaucoup investi dans le rapprochement franco-allemand, ce qui fait qu'il a été choisi comme ambassadeur parce qu'il connaît très bien le ministre des Affaires étrangères allemand Ribbentrop, l'ambassadeur allemand en France Otto Abetz, et donc voilà, il a déjà un réseau préexistant. Il est de droite, il est député et il a même participé à la tentative à la prise à l'agitation du 6 février 34, mais c'est un personnage qui est étonnant et qui est difficile à saisir parce qu'il est aussi engagé dans la lutte contre l'antisémitisme, et en tout cas il est réputé pour être plutôt philosémite. Et donc voilà, ce personnage-là se retrouve nommé personnellement par Pétain début juillet 1940 pour prendre en charge les prisonniers, et c'est vrai que c'est un candidat, il a des relations avec l'Allemagne et avec les principaux personnages avec qui il aura à négocier qui font que cette candidature, cette nomination semble assez logique. Et donc quand on le suit, et c'est vraiment lui qui s'occupe personnellement des prisonniers de guerre, il n'a pas en référé à Pétain, et d'ailleurs il en réfère très peu. Il est assez isolé au sein du gouvernement. Sa délégation a des représentants en Allemagne, et donc il se charge de visiter les camps, et c'est lui qui traite de toutes les questions diplomatiques. Il est habilité à le faire directement avec les Allemands. Et très vite, moi je crois qu'il est tout à fait sincère dans sa volonté de défendre les prisonniers de guerre. Il y a un petit jeu, il y a le jeu de dupe de la collaboration qui se met assez vite en œuvre, parce qu'il est convaincu qu'il va réussir à obtenir la libération des prisonniers. Et donc pour ça, il sort du cadre de la Convention de Genève. Il demande à ce que la France soit sa propre puissance protectrice. Normalement, c'est un État neutre qui doit s'en occuper. Et donc, il a quelques concessions dans la lignée de Montoire. Il y a le protocole de novembre qui est signé avec les Allemands. Il obtient des libérations, comme on vient de l'entendre. Et donc, c'est peut-être la seule chose qui va être obtenue, puisque par la suite, le déséquilibre de la relation franco-allemande est de plus en plus patent. Et donc, en fait, il ne fait que faire des concessions. Il y a des entorses à la Convention en permanence, notamment pour le travail dans les usines de guerre, et puis se met en place un peu plus tard la relève. Donc, en fait, pour l'échange des prisonniers, on en vient à quand même envoyer 3 travailleurs français, et ça ne suffit même pas. Et donc, le STO s'installe, le très impopulaire STO. Et donc, globalement, il a réussi à obtenir des libérations, mais bien d'autres prisonniers ont été libérés par les clauses conventionnelles. Et donc, c'est très compliqué parce que ce qui est sûr, c'est qu'il peut pas grand-chose. Enfin, je veux dire, son pouvoir est très limité dans le rapport de force, mais on le voit s'escrimer en permanence pour essayer de venir en aide aux familles de prisonniers de guerre juifs qui sont arrêtés en France. Il se rend personnellement chez des responsables allemands pour demander à ce qu'ils soient libérés de Drancy, toujours en vain. On le voit essayer de venir en aide à des prisonniers rentrés en France qui sont arrêtés. Ça ne marche jamais, mais il fait réellement cet effort-là. Parce que moi j'ai un paradoxe ici que Delphine Richard vous nous présentez. Nous avons un homme donc qui est chargé des prisonniers par le régime du maréchal Pétain, mais qui en même temps a lutté contre l'antisémitisme. Il a un regard particulier sur les juifs prisonniers de guerre. Il s'y intéresse, ou alors est-ce que c'est vraiment en marge de ses intérêts ? C'est en marge de ses intérêts, et c'est compliqué de répondre à cette question parce que il a écrit ses mémoires, c'est des mémoires pro domo dans un cadre juridique, et donc quand on le lit dans les années 60, il explique que globalement il n'a pas dormi pendant la guerre puisque les prisonniers de guerre juifs étaient menacés du pire. Mais il y a sans doute quand même une reconstruction. Quand on regarde les archives d'époque, on voit qu'il fait des démarches en vain. Après, il n'y a jamais aucune intervention auprès de Pétain ou de Laval. J'en ai pas trouvé. Alors, ils se voyaient souvent pour déjeuner. Est-ce que vraiment il a intercédé ? Je ne suis pas sûre. Non, en tout cas, des prisonniers sont libérés. Familièrement, l'ambassadeur s'entretient avec des hommes. Bonne mine. Surtout un air réjoui qui fait plaisir. Ils sont très heureux, monsieur l'ambassadeur. Ils sont très heureux. Et heureusement pour eux, ils l'ont bien mérité. Ce soir, vous allez rentrer chez vous ? Oui, vous allez prendre le train de 6h30 et ce soir, vous serez à Paris. C'est ça. Enchanté.
Enchanté, je suis très content d'entrer. Il y a beaucoup de régions parmi vous, enfin des régions diverses. Beaucoup de la région parisienne. Beaucoup de la région parisienne. Et la région du Nord, beaucoup. Nord et Pas-de-Calais. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Moi, je suis chauffeur chez M. Galvan. Et vous êtes heureux de rentrer? Très heureux, très heureux. Ça, j'ai mieux vous dire que si vous disiez le contraire, moi, je le croirais pas. En juillet 1941, Georges Scapini qui reçoit des prisonniers de guerre. Delphine Richard, y a-t-il eu des déportations pour la mise à mort de prisonniers de guerre français déportés parce qu'ils étaient juifs? Est-ce que ça s'identifie, ça? Alors, non, il n'y en a pas eu. Tous les prisonniers de guerre juifs qui ont été déportés avaient perdu leur statut. Voilà. Donc, il n'y a pas de circuit qui mène du Stalag directement. Voilà. Non. Ils s'étaient enfuis ou ils avaient été libérés et ils sont arrêtés parce que juifs et ensuite déportés. Voilà. Et ça signifie pas que des menaces aient existé. Je pense que ça a été discuté, qu'il y a eu des arbitrages successifs dans les sphères du pouvoir nazi sur l'intérêt qu'il y avait ou pas à repousser. Je pense que leur sort n'a jamais été définitivement scellé. C'était des juifs en sursis et que globalement, sans doute qu'on reportait la question au moment de la victoire allemande. Je dois ajouter une chose, c'est que vers la fin de la guerre, ils semblent particulièrement menacés. C'est le moment où l'extermination s'accélère. À cette époque-là, c'est plus le gouvernement de Vichy, c'est le gouvernement provisoire de la République française. Donc, si jamais Vichy était un verrou, ce à quoi je crois pas, là, il y a plus cette question-là. Et donc, en fait, il y a un phénomène. Il faut parler quand même de ce qui se passe de la dernière période à partir de l'été 44, parce que là, cette fois-ci, c'est quand même Himmler qui prend la main sur la direction, la gestion des prisonniers de guerre ennemis en main allemande. Donc là, leur survie semble encore plus paradoxale. Et donc, il y a des représailles de plus en plus importantes sur les prisonniers de guerre alliés, et donc des entorses à la Convention qui se multiplient. Mais là, il se passe quelque chose. Sans doute, il y a une forme de logique d'otages qui les protège. Ça a été étudié par les historiens. Il y a quand même certaines catégories à la marge de juifs qui ont été... il y a une politique d'otages. Le camp de Bergen-Belsen, qui a été ouvert en 1943, et dédié à cette question des juifs d'otages qui vont être monnayés ou qui vont servir à l'occasion de tractations. Et ce qui est intéressant dans le cas des prisonniers de guerre juifs, c'est que parmi les derniers convois qui partent de France, vous avez 2 convois spéciaux au printemps et à l'été 44 qui partent de Drancy vers Bergen-Belsen, et ce sont des épouses et des enfants de prisonniers de guerre. Alors, c'est très compliqué de savoir exactement quel était le but, mais a priori, il y avait une intention quand même. C'était des juifs d'otages, en tout cas. Ensuite, si on regarde la question des officiers, ils sont de plus en plus menacés, ils sont tous regroupés à la fin de la guerre, les officiers juifs, et il y avait déjà eu, de toute façon, des espèces d'exemples de stratégie d'otages, notamment avec le fils de Léon Blum, qui a connu un régime de détention à part, avec le fils de Staline, etc. Et donc, en fait, je pense que la fin de la guerre, ils sont à la fois, c'est le moment où ils sont le plus menacés, ça tient qu'à un fil, à mon avis, leur survie, mais peut-être protégés par une forme de logique d'otage, ils sont en fait, au fond, assez précieux. Et quand même, Himmler est un de ceux qui va essayer de négocier un peu en amont quand la défaite allemande semble imminente. Il essaye quand même de sauver ses arrières et il commence à négocier avec les Occidentaux. Donc, vu que c'est lui qui a la main sur les prisonniers de guerre à ce moment-là, ça pourrait être une hypothèse d'explication. Mais moi, je pense que jusqu'au dernier jour, jusqu'au moment où les Alliés libèrent les Oflag et les Stalag, ils étaient menacés. Et c'est vraiment la défaite allemande qui, au fond, explique leur survie. Oui, parce que cette survie-là, on le voit bien, elle est extrêmement précaire et c'est la menace à mettre en avant sans cesse, mais une survie dans un premier temps parce qu'on s'en occupe pas beaucoup, une survie dans un temps suivant parce que on veut pas faire de bruit si les prisonniers de guerre juifs sont déportés, ça va faire parler partout dans le monde et notamment grâce à la Croix-Rouge, et puis ce dernier temps avec ce statut un peu d'otage. Delphine Richard, il y a quelque chose aussi que l'on doit évoquer, c'est que au moment d'entrer dans le camp, au moment de l'arrestation, de la captivité, c'est là où il faut dire si on est juif ou pas juif. Pour certains, est-ce que ce regard porté, alors qu'on ait dit être juif ou pas juif, peut renforcer son sentiment d'appartenir à un monde à part, alors qu'on vient d'une république où tous les hommes, les femmes sont égaux. Est-ce que ça peut renforcer une idée d'identification ?
Alors, je dirais oui, par la force des choses, puisque en fait, ceux qui ont dit, c'est ceux qui se sont déclarés juifs, se retrouvent quelques mois plus tard à vivre ensemble, dans une espèce de micro-société, où ils ne sont qu'entre juifs. Et se développe alors des liens d'amitié renforcés et une solidarité qui leur permet de tenir face à des épreuves communes. En fait, ils partagent tous des difficultés similaires et notamment l'angoisse pour le sort de leurs proches restés en France occupée. Ils sont pas forcément au courant de tout, mais ils ont des indices très inquiétants. Et pour beaucoup, la correspondance avec leur famille s'interrompt. Et donc, les prisonniers qui ne reçoivent pas de lettres, plus de lettres depuis quelques années, sont terriblement inquiets. Et donc, en fait, il y a une singularité dans cette expérience captive juive qui ne peuvent, au fond, que partager entre eux ou avec d'autres détenus non juifs qui se montrent tout à fait solidaires avec eux. Et donc, c'est pas forcément une volonté de s'exclure, mais comme en fait de toute façon ils sont mis ensemble dans des commandants juifs. Et là, je pense au témoignage d'un ancien prisonnier qui au début s'était déclaré juif, mais vous savez c'est un peu aléatoire, c'est pas toujours très bien organisé, et qui était le seul juif de sa baraque, et qui dit que c'était la période la plus dure de sa captivité parce qu'il était avec des soldats antisémites et qui par hasard découvre dans le camp une baraque juive. Et donc, c'est lui-même qui demande aux autorités allemandes il y va. Et là, il dit que c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est senti presque heureux en captivité, puisqu'il avait plus ce sentiment de solitude morale et qu'il était porté par une espèce de solidarité et de partage des difficultés propres à l'identité juive et à tout ce qui se passait au-delà des barbelés. Et donc il y a cette question de la solidarité, mais je crois qu'il y a vraiment aussi une forme de pétition d'appartenance, c'est-à-dire que face aux menaces antisémites, face au sort de leur famille, face au génocide en cours qu'ils perçoivent plus ou moins de façon diffuse, il y a aussi, je pense, une forme de pétition d'appartenance qui peut s'exprimer, presque de résistance spirituelle, le dire exactement comme le disait Marc Bloch, globalement, ils se disent juifs uniquement face à un antisémite. Et donc, je pense qu'il y a aussi cette volonté morale à leur façon de résister, et on le voit quand on observe quand même la vie religieuse, parce qu'il y a eu une vie religieuse juive en captivité, clandestine, et quand on lit les témoignages à ce propos, on voit qu'il y a vraiment une volonté de résister au nazisme en pratiquant. Avec des rabbins qui ont évidemment Exactement. été ici dans ces camps de prisonniers, et donc qui clandestinement, dans ces baraquements destinés aux juifs, arrivent à garder cette identité-là que les autres veulent absolument Exactement, détruire. à fêter Kippour et à faire des liens entre leur situation de prisonnier et les textes juifs, à faire des parallèles avec la libération d'Égypte, etc. À donner du sens aussi à l'épreuve de cette captivité en puisant dans la religion juive. Merci beaucoup Delphine Richard d'être venue dans le cours de l'histoire. Merci à vous. Et merci d'avoir éclairé dans cette complexe histoire des camps de la Seconde Guerre mondiale, ce cas particulier des camps de prisonniers qui est très important. On parle quand même de centaines de milliers, de millions d'hommes, et à l'intérieur de ces camps de prisonniers français, il y avait le cas des soldats français juifs. Merci vivement à vous. Merci beaucoup. Pour tous, comme pour ceux qui arrivent, il y aura cette heure inoubliable de la vie qui recommence. La vie avec ce qu'elle a de plus banal et de plus pathétique, un visage et un cœur. En 1945, la libération des Stalags, évidemment, une autre histoire qui commence dans la continuité de celle complexe de la Seconde Guerre mondiale. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une histoire réalisée par Thomas Boeck, aujourd'hui la technique Ludovic Auger, une émission préparée par Chloé Rouillon, Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Mayouen Guizou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, pour son aide dans la recherche archivistique. Le cours de l'histoire est à retrouver, cette émission et toutes les précédentes, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.